Ukraine-Russie, où en est-on? Alors que la guerre s'étire dans le temps, on semble l'observer de loin, avec moins d'attention qu'autrefois, qu'au début de la guerre. Car il y a bien des sources de diversion, des conflits au Proche et Moyen-Orient, des zones de tension, que ce soit pour le Groenland ou encore des interventions américaines au Venezuela. Les sources de conflits, les sources de guerre sont nombreuses. Pourtant, l'Ukraine et la Russie sont à un point central de la géopolitique et de l'avenir géopolitique du monde. C'est pour ça que nous allons revenir aujourd'hui avec Fabrice Raval sur cette question. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je l'ai dit en introduction, le conflit semble s'être banalisé, il s'est inscrit dans un temps long, on rentre déjà dans la 5e année. Est-ce qu'on peut se demander aujourd'hui où on en est sur ce conflit? C'est volontairement que j'ai mis en exergue cette expression parce que je pense qu'elle souligne bien, comme d'ailleurs vous attirez notre attention, le fait que le conflit a l'air de s'être banalisé. Et non seulement le fait qu'il a l'air de s'être banalisé, mais qu'il a l'air presque de s'éloigner ou d'être moins perçu comme essentiel, ce qui, de prime abord, nous aurait vraiment paru comme impensable ou impossible, ne serait-ce que 2 ans après le conflit, en 2024, tant les attentions étaient particulièrement, j'ai presque envie de dire, aspirées et concentrées à juste titre sur un tel conflit. J'ai le sentiment qu'il y a 2 raisons qui peuvent expliquer ça. La première, c'est qu'évidemment, l'année 2025 a été particulièrement dense. On peut évoquer évidemment les luttes, les conflits ou les tensions au Proche-Orient. On peut évoquer les tensions au Groenland. On peut évoquer les actions des États-Unis au Venezuela. Et on voit bien d'ailleurs que l'ensemble des initiatives de Donald Trump, telles qu'on s'est efforcé de les préciser dans la séance précédente, Trump, un premier bilan, on voit bien que ça a eu tendance à attirer de façon permanente non seulement l'attention des décideurs, mais l'attention des médias. Donc là, on a une première explication. Mais il ne faut pas ignorer qu'il y a aussi peut-être une deuxième explication qui vient renforcer la première. Quelle est-elle? C'est qu'on a le sentiment aussi peut-être que c'est presque horrible à dire quand on peut imaginer ou qu'on se rendra compte par la suite de l'amplitude des pertes humaines et des destructions, on a l'impression que rien ne se passe en fait. Et il y a un terme qui doit vraiment nous marquer ou rester à l'esprit, c'est le terme de figé. On a l'impression que tout est figé. Et d'ailleurs, si vous me permettez de surenchérir sur ce terme, il est d'autant plus important à mettre en avant que c'est déjà le terme que j'avais utilisé dans une séance donc qui était fin février 2024, puisque nous sommes là en train d'enregistrer en février 2026, précisons-le. Donc en fait, il y a 2 ans, au bout de 2 ans de conflit, on était déjà en train de constater que le front était figé. Ça laisse à penser que quand on rajoute 2 ans ou 24 mois supplémentaires, parce que maintenant on s'inscrit sur le temps long, on a vraiment l'impression que le temps s'est arrêté. Et comment ne pas réutiliser cette expression d'un romancier allemand qui avait écrit en 1929 un ouvrage qui est très très célèbre, Erich Maria Remarque, dont le titre était « À l'Ouest, rien de nouveau », et de le transposer maintenant sur l'Europe orientale en disant on a l'impression, à l'Est, rien de nouveau. On a l'impression que parfois, oui, il y a quelques portions de territoire qui sont grignotées de ci, de là, mais pour reprendre une caricature d'un journal satirique français de la Première Guerre mondiale qui montrait dans un dessin un officier français qui était en train de se réjouir en disant « Je suis en train de grignoter donc les Allemands, les officiers allemands » et puis le journal satirique de mettre en légende « Oui, à la manière d'une souris qui s'attaque à un coffre-fort ». Alors pour dire clairement les choses, on se rend bien compte que si c'est comme ça, on est en train de subir une situation qui a l'air de se pérenniser sur un temps vraiment très très long. Pourtant, je pense que la question telle qu'on est en train de la poser est très importante. D'abord parce que, effectivement, on a 4 ans de guerre avec des événements qui sont forcément importants et des destructions et des pertes qui sont forcément importantes. Mais parce qu'on ne peut pas manquer de remarquer qu'il y a forcément des enjeux et des conséquences qui sont en train de se développer, non seulement par rapport au conflit lui-même, mais même de façon plus globale au niveau de la géopolitique. Voilà pourquoi cette question est incontournable en fait. Oui, et puis même si la situation paraît figée, si on y regarde de plus près, il s'est produit des choses dans cette 4e année de conflit. Peut-être qu'il faudrait dresser un bilan de cette année. Oui, alors on va peut-être commencer d'ailleurs par les aspects les plus positifs, si vous le voulez bien. D'autant plus qu'ils sont les plus récents, au moment où on est en train de préparer cette séance. Donc je pense que tous nos auditeurs ont bien compris qu'elle était censée marquer, malheureusement, le fait que ça fait 4 ans que nous sommes en guerre
depuis le 24 février 2022 et qu'on rentre donc dans une 5e année de guerre. Quel est ce premier événement positif? C'est qu'on a le sentiment que les négociations sont en train de se mettre en place de façon plus récurrente et surtout de façon plus sérieuse. Parce que vers la fin de l'année 2025, on a d'abord eu plusieurs rencontres à Moscou. Et puis surtout, en cette période de fin février 2026, on a normalement une réunion qui est prévue à Abu Dhabi et qui est assez intéressante parce qu'elle va réunir pour la première fois depuis 2022 3 interlocuteurs, bien sûr les Ukrainiens et les Russes, mais aussi les Américains. Donc c'est la première fois que les 3 sont réunis de façon concomitante. Et il y a peut-être un élément qu'on peut rajouter, c'est quand on voit la délégation russe, on remarque que c'est le général Igor Kostyukov, qui est le général qui dirige les services militaires, les renseignements militaires de l'armée russe, le fameux GRU. Donc on voit bien que de par l'importance de la personnalité russe qui est envoyée, on a le sentiment que l'ensemble des acteurs prêtent plus d'attention à ces négociations et que donc, évidemment, elles peuvent normalement aboutir avec plus de chances de succès, ce qui serait une remarquable nouvelle. Alors par contre, évidemment, il y a un certain nombre de points d'achoppement. Le premier qu'on peut évoquer dans la continuité de votre question pour essayer de synthétiser l'année 2025, c'est qu'on imagine bien que déjà, il y a des achoppements qui sont terribles sur les questions territoriales, parce que les Russes, pour dire clairement les choses, réclament la totalité du Donbass. Et pour que nos auditeurs comprennent bien la situation, le Donbass, qui était partie territoire intégrante de l'Ukraine avant l'attaque du 24 février 2022, je pense que c'est quand même important à souligner dès le départ, dont les Ukrainiens ont toujours la maîtrise de 20% de ce territoire, et qu'en plus, ils ont transformé notamment 2 des villes qui sont très importantes dans les 20% qu'on est en train d'évoquer, à savoir Kramatorsk et Sloviansk, et qui sont en train de les fortifier comme des réduits. Donc les Russes ont pour l'instant apparemment beaucoup de mal à s'en saisir. Donc on voit bien que là, on a une pierre d'achoppement qui est très importante. Et puis, dans la continuité, il y a quand même un autre point qui est intéressant parce qu'il va nous amener à glisser en termes de perspective sur d'autres questions certainement qu'on aura l'opportunité de mettre en évidence dans le cadre de notre séance. Parce que là, vous m'invitez à faire un petit résumé de ce qui s'est passé donc globalement entre fin février 2025 et fin février 2026. Les Ukrainiens sont intimement convaincus que les Russes ne pourront pas tenir tels qu'ils sont en train de le faire et qu'en réalité, la situation est intenable pour les Russes. Il y a un certain nombre de points sur lesquels s'appuient les Ukrainiens pour pouvoir étayer cette perspective. D'abord, on fera remarquer, et là, je suis bien en train de répondre à votre question, que notamment sur tout l'été 2025, les Ukrainiens ont démultiplié les frappes sur des très longues distances. On considère qu'en gros, entre juillet et fin septembre, début octobre 2025, c'est pas moins de 58 attaques que les Ukrainiens ont été amenés à opérer sur le territoire russe. Je parle d'attaques avec des drones ou avec des missiles. Certaines de ces attaques étant d'ailleurs à plus de 2000 km en profondeur de la Russie. C'est important à signaler, c'est un point sur lequel je serai amené à revenir. Il y a un deuxième facteur sur lequel les Ukrainiens s'appuient, c'est les pertes russes. Parce que si, d'après les sources qu'on a, parce qu'on sait bien l'immense difficulté quand même que d'avoir des informations, mais a priori, il y a plusieurs sources qui ont l'air de signaler que les Russes auraient perdu l'équivalent de 350 000 hommes, donc décès, blessés graves et disparus pour la seule année 2025. Ce qui veut dire, Olivier, que sur cette seule année de guerre, sur 4, les Russes auraient eu pratiquement un tiers de la totalité de leurs pertes depuis le début de la guerre. Donc, c'est le deuxième point. Les Ukrainiens penseraient que la guerre deviendrait insoutenable pour les Russes parce qu'en termes de pertes, ils sont capables de leur infliger des pertes qui vont devenir tout simplement insoutenables sur le long terme. Et puis, il y a un troisième point dont je trouve qu'il est intéressant, c'est que les Ukrainiens ont eu l'ambition que de faire sentir davantage la guerre au peuple russe. Et là, il y a 2 éléments qu'on peut mettre en perspective et qui s'inscrivent dans la question qui consiste à savoir qu'est-ce qu'il faudrait conserver à l'esprit pour 2025. D'abord, il y a eu 3 hauts officiers qui ont été tués dans des attentats en Russie en 2025. Alors, je m'empresse de dire que les Ukrainiens refusent toujours d'admettre qu'ils sont à l'initiative ou qu'ils sont les auteurs de ces attentats. Mais enfin, on a presque envie de dire,
il y a quand même une sorte de suspense insoutenable pour savoir à qui est-on censé les attribuer. Et il y a une autre opération, je pense, qu'il est important de mettre en exergue, c'est celle que les Ukrainiens ont lancée le 1er juin 2025, qui est l'opération qui avait pris les toiles d'araignée, ou Spiderweb, qui a été une attaque qui a été lancée sur plusieurs sites à l'aide de drones qui étaient disposés dans des camions qu'on a rapprochés des cibles. Donc c'est une opération qui a impressionné, d'abord parce qu'elle frappait plusieurs cibles en même temps, qu'elle était très coordonnée, et qu'en plus, ces missiles ou ces drones ont visé des bombardiers stratégiques russes dont on considère, alors les Ukrainiens réclament en avoir détruit 40, les observateurs occidentaux considèrent que c'est plutôt autour d'une vingtaine, mais on a bien compris que la démarche consistait à démontrer en termes de communication que les Ukrainiens étaient toujours là, qu'ils étaient capables de frapper de plus en plus loin sur le territoire russe, y compris des objectifs stratégiques, et que donc ça laisse à penser qu'il rendrait plus palpable le coût de la guerre aux Russes. Voilà les 3 éléments sur lesquels les Ukrainiens s'appuient pour considérer que cette guerre, ils seraient en capacité finalement de l'emporter d'un certain point de vue, et on voit bien que ça gêne les négociations telles qu'on les évoquait au départ. Mais pardon Fabrice, je vous coupe un instant parce que ces points laissent penser que l'Ukraine est en très bonne situation pour remporter un succès. Je suis sûr que du côté russe, la perception est totalement différente de la même situation. Ben, vous avez totalement raison, et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait dire que les Russes, eux, sont totalement convaincus que la guerre devient insoutenable pour les Ukrainiens. Donc évidemment, il va falloir maintenant que je développe quels sont les points sur lesquels s'articulent les Russes. On ne manquera pas de faire remarquer à nos auditeurs que donc sur une même situation, ce qui n'est pas totalement une surprise, mais quand même, on est sur une appréciation qui diverge à 180 degrés et qui n'aide pas, on va dire, à des négociations. Alors donc, quels seraient les 3 points principaux sur lesquels les Russes, eux, s'appuient pour considérer que la guerre devient insoutenable pour les Ukrainiens? Je m'empresse de dire que je fais exprès d'utiliser ces 2 phrases pour chacun des 2 belligérants, parce qu'en plus, ça laisse à penser que chacun des 2 belligérants est pour l'instant toujours convaincu qu'il est en capacité de remporter la victoire. Donc ça pose un problème pour essayer de trouver une issue à cette guerre. Le premier point, c'est que certes, on pourrait faire remarquer, les Russes n'ont pas atteint les objectifs de l'année 2025 tels qu'ils les avaient annoncés et qu'ils les avaient fixés au début de cette année 2025. Certes, ils ont des pertes qui sont très importantes. Certes, les territoires qu'ils prennent restent relativement réduits, mais on pourrait faire remarquer quand même quelque chose, en prenant notamment 2 exemples. C'est que si on prend le mois d'octobre 2025, on constatera qu'ils ont conquis 65 km² de territoire ukrainien, et que la 2e semaine de novembre 2025, c'est aux alentours de 134 km² qu'ils ont pris de territoire ukrainien, ce qui est pratiquement plus du double. Alors on pourrait m'objecter que, eu égard aux espaces qui sont à considérer, ça reste quand même très modique. Mais là, il y a peut-être 2 nuances qu'il faut mettre en perspective. D'abord, les Russes ont changé manifestement de tactique. Parce que là, il faut s'enlever de l'idée, comme c'est trop fréquent encore en Occident, qu'à l'image un petit peu ou à l'instar de ce qui se passait dans la Deuxième Guerre mondiale, avec l'armée soviétique, que les Russes enverraient des vagues humaines d'infanterie qui se feraient décimer et qui ne seraient capables de prendre que quelques portions de territoire, parce que finalement, au bout d'un moment, ils arriveraient quand même à prendre quelques kilomètres carrés. Parce qu'aujourd'hui, l'armée russe ne procède plus du tout de la même façon. L'armée russe procède plutôt par infiltration, avec des petits groupes, pour justement éviter des pertes trop importantes et le grand danger ou la menace que représentent les drones, qu'on avait évoqué dans les séances précédentes de cette guerre. Et donc justement, ça pourrait d'ailleurs expliquer que les gains terrestres sont minimes, mais qu'en réalité, la pression est constante. Parce qu'on pourrait faire remarquer dans la continuité de cette remarque initiale que certes, c'est un grignotage, mais qu'il est permanent et que surtout, il est toujours dans le même sens. Donc on a l'impression quand même que l'armée russe est en train d'accentuer la pression telle qu'elle est en train de le faire sur l'armée ukrainienne. Ça paraît relativement objectif à mettre en avant. Et puis, il y a un deuxième point qui n'est pas inintéressant, c'est le point démographique. Mais le point démographique au sens plus large que celui des pertes. Parce que là, si on met le point démographique en perspective, qu'est-ce qu'on constate? Que réciproquement, la population russe, ce serait autour de 143 millions d'habitants. Et la population ukrainienne, on ne sait pas.
Et ça, c'est clé. Parce que j'imagine que là, certains de nos auditeurs disent « Comment ça, on ne sait pas ?» Non, on ne sait pas. Et je vous prie de croire que j'ai regardé plusieurs sources. Et en gros, aujourd'hui, la population ukrainienne est estimée entre 28 et 38 millions d'habitants. Donc là, quand on entend la fourchette que je suis en train de donner, ça veut dire on ne sait pas. Parce que là, quand on a 10 millions d'écart sur un chiffre qui oscille entre 28 et 38, ça laisse à penser quand même que là, on a une source d'incertitude qui est majeure. Alors, et il y a même certaines sources qui sont en dessous de 28. Donc déjà, pour qu'on comprenne à peu près où est-ce qu'on en est, il faudrait rappeler que la population ukrainienne, c'est-à-dire l'ensemble des habitants en Ukraine, et ukrainiens, et de nationalité étrangère, telle qu'elle est estimée en 2022, avant la guerre, c'est 41 millions. Donc là, on sent bien qu'il y a une déperdition qui est énorme. Et la question qui se pose maintenant, mais c'est comment expliquer d'abord une telle déperdition, qui ne correspond manifestement pas uniquement à des questions qui sont liées aux pertes, et comment expliquer en plus le hiatus tel qu'on est en train de le constater entre les 28 et les 38. Et là, en fait, on est en train d'expliquer qu'il y a une question majeure, et on va comprendre pourquoi c'est un argument que je suis en train d'évoquer maintenant et auquel les Russes pensent, c'est qu'il y a certaines sources qui pensent qu'il y a 10 millions d'Ukrainiens qui ont quitté l'Ukraine. Alors là aussi, le chiffre est controversé, mais si maintenant on vient vers l'agence de l'ONU en ce qui concerne les réfugiés, qui est quand même une agence dont on peut difficilement réfuter le sérieux et qui reste relativement objectif par rapport aux deux belligérants, le chiffre que cette agence met en avant, c'est 5 100 000 de réfugiés ukrainiens sur le territoire européen. Et ce chiffre monterait à 5 600 000 si on considère l'ensemble des réfugiés ukrainiens sur l'ensemble des pays dans le monde. Donc là, on est en train de se rendre compte que ce chiffre est considérable. Et pourquoi les Russes s'intéressent particulièrement à ce chiffre ? Parce que de leur point de vue, ça montre qu'il y a une vraie lassitude du point de vue ukrainien et qu'il y a une sorte de morale qui est atteinte et de volonté de combat qui est en train de décliner. Et il y a un autre élément sur lequel les Russes peuvent s'appuyer et qui continue, dans votre question précédente, à essayer de mettre en évidence quels sont les événements principaux de 2025 d'ailleurs, c'est que le gouvernement ukrainien, le 26 août 2025, a à nouveau autorisé les jeunes Ukrainiens, et notamment les jeunes hommes de 18 à 22 ans, à sortir à l'étranger. Et ils y rechignaient malgré le fait que jusqu'à présent, la conscription pour l'armée ukrainienne, c'est à partir de 25 ans. Mais on voit bien que l'idée consistait à essayer d'éviter qu'il y ait un départ trop massif d'Ukrainiens vers l'étranger, et pour dire clairement les choses, d'Ukrainiens qui voudraient éviter que d'être enrôlés et de faire la guerre. Or, le constat qu'on est amené à faire, c'est qu'on considère, là aussi de sources multiples, qu'il y a 100 000 Ukrainiens qui sont partis, mais qui ne sont pas rentrés. Donc pour les Russes, ça, c'est le signe qu'il y a une sorte, et on peut le comprendre, loin de moi l'idée que de porter un jugement quel qu'il soit, il y a une sorte de lassitude extrême qui est en train d'habiter la population ukrainienne, et que donc les Ukrainiens ne seraient pas loin de rompre. Ce qui explique qu'il y a un troisième point sur lequel les Russes s'appuient, c'est les bombardements intensifs sur les villes ukrainiennes et notamment sur Kiev, et notamment sur, d'une part, les centrales électriques et l'ensemble des infrastructures énergétiques, parce que là, l'objectif est très clair, et notamment ces frappes se sont intensifiées en janvier 2026, sur notamment 3 jours en particulier, je pense aux journées du 9 et du 24 janvier en particulier. Donc en fait, on voit bien que l'idée consiste à plonger une ville de 4 millions d'habitants, Kiev, dans le noir, mais surtout dans le froid. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, il fait -20 à Kiev, donc ça laisse imaginer la détresse et la pression énorme, parce que c'est un effet qui est conjugué, et ils le font d'autant plus qu'a priori, ce dont on se rend compte, c'est que les Russes seraient en capacité de produire plus de drones, plus de bombes volantes et même plus de missiles, alors qu'à contrario, les défenses antiaériennes ukrainiennes ont l'air d'être moins en capacité de résister face à ces bombardements. On est dans une situation où chacun des deux belligérants, en s'appuyant sur un certain nombre d'arguments, chacun d'entre eux espère que l'autre va craquer en premier, en fait. Ouais, le tableau est plus complexe qu'il n'y paraît, et chacun a une perception totalement différente de la situation. Alors, au regard de ce qui vient d'être dit et de ces éléments, donc tant de la Russie que de l'Ukraine, quels sont les scénarios qu'on pourrait envisager pour 2026 ? Il y en a 3. Ils ne sont pas très très compliqués d'ailleurs à percevoir, eu égard à ce qu'on vient de dire, je pense, précédemment. D'abord, le premier scénario,
ce serait le scénario d'une implosion russe, c'est-à-dire d'un délitement de l'armée et dans la continuité d'une implosion de la société russe. Alors là, évidemment, on s'appuierait plutôt sur les arguments tels que les Écruniens les mettraient en avant. Mais pourquoi ce scénario n'est-il pas si ridicule que ça à envisager ? Tout simplement parce que c'est exactement le scénario de l'armée russe de 1917, en fait, si on se met en perspective. Que d'ailleurs, il serait de bon ton de rappeler que c'est suite à l'offensive du général Broussilov en 1916, qui était relativement réussie d'ailleurs, d'un point de vue tactique, face aux armées austro-hongroises, que les pertes ayant été telles que finalement c'est une victoire à la Pyrrhus, parce que les gains remportés finalement sont dérisoires par rapport aux conséquences, et que ça achève d'effondrer le moral et la confiance que les Russes ont dans le tsar. Donc on se retrouve dans la perspective d'une révolution. Et on voit bien d'ailleurs que c'est un événement que met en exergue dans son livre « La guerre civile russe 1917-1922 » Alexandre Jevakov, puisque c'est exactement ça qui est en train de se passer. Alors évidemment, à contrario, il y a le deuxième scénario, qui est le scénario d'un effondrement de l'armée ukrainienne quand même. Et c'est un scénario dont j'ai le sentiment qu'il ne faut pas totalement le mettre de côté, même si on sent bien que dans les médias occidentaux et chez les observateurs occidentaux, c'est un scénario qu'on peine à vouloir envisager. Je pense que ma terminologie est appropriée. Qu'on peine à vouloir envisager, mais au regard des éléments tels qu'ils sont perçus en Russie, qui n'est pas du tout improbable. Et puis, il y a un troisième scénario qui, quand même, est celui, a priori, qui semble le plus vraisemblable, parce qu'on voit bien quand même que là, il n'y a pas un vainqueur qui se détache fortement. Ce serait le fait qu'on arrive à une sorte d'armistice, peut-être qui serait suivi par la paix, avec un certain nombre de concessions. Encore faut-il que chacun des deux belligérants soit en situation de vouloir faire des concessions et qui puisse paraître un minimum tolérable pour l'adversaire. Ce scénario a d'autant plus de chances d'aboutir qu'il y a quand même un autre acteur qui a intérêt, c'est les États-Unis d'Amérique. Parce que là, il ne faut pas oublier que ce conflit, et plus on va avancer dans notre séance, plus on va avoir l'occasion de le démontrer, je pense, ce n'est pas un conflit qui existe ex nihilo, mais c'est un conflit qui s'intègre dans un certain nombre de paramètres extérieurs. Le problème qu'on pourrait avoir, c'est d'aborder un conflit, quel qu'il soit d'ailleurs, en le sortant totalement de son contexte. Mais là, je pense qu'il est très très important de le remettre en perspective par rapport à son de logique. Et pourquoi les Américains sont-ils très intéressés au fait qu'il puisse y avoir un armistice ? Parce que, de leur point de vue, il faut absolument désarrimer cette sorte de duo entre les Russes et les Chinois tel qu'il a l'air de se mettre en place. Et pourquoi pour les Américains est-ce essentiel ? Parce qu'ils souhaitent absolument, dans l'hypothèse d'une guerre qui cesserait, avoir l'opportunité de se rapprocher à nouveau des Russes, notamment par l'intermédiaire, dans un premier temps, d'accords commerciaux, parce qu'on voit bien que ce que les Américains ont à l'esprit, c'est le fait de trouver un allié face à la Chine sur les questions du Pacifique et en particulier Taïwan. Donc là, il y a deux aspects sur lesquels on peut d'ailleurs étayer nos propos. D'abord, on avait fait, et je me souviens bien de la date, parce qu'elle nous avait marqué tous les deux, n'est-ce pas Olivier, d'une séance qu'on avait enregistrée le 24 février 2022, c'est-à-dire le jour du déclenchement de la guerre. Et cette séance se proposait de regarder si le rapprochement entre la Russie et la Chine, souvenons-nous, c'était une approche ponctuelle ou tactique, ou si ça allait devenir un rapprochement stratégique. C'était incroyable de faire cette séance ce jour-là, n'est-ce pas ? Et donc, en fait, pourquoi je repense cette séance ? Parce que, justement, j'y avais souligné qu'a priori, il n'y avait pas tant de points que ça qui rapprochaient les Russes et les Chinois, et ils avaient même un certain nombre de points de divergence qui rendaient cette alliance pas forcément automatique sur un temps long ou d'un point de vue stratégique. Donc c'est bien là-dessus que les Américains sont en train de jouer, et on voit bien qu'on est en train de jouer sur ce que j'appelle le théorème ou la théorie Kissinger, qui consiste à considérer que quand on a trois puissances principales, admettons-le qu'il y aurait principalement trois puissances principales, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis et la Russie. Comme Kissinger l'avait dit par une boutade, il ne faut jamais être celui qui est sous-sol. Donc en fait, il ne faut jamais oublier que Kissinger avait dit « je vais désolidariser la Chine, pourtant communiste en 72, de l'Union soviétique, pourtant communiste en 72 ». Donc là, ce n'était pas l'idéologie. Je pense que c'est très important à souligner aujourd'hui. On a tendance à
à oublier qu'en géopolitique, les alliances font fi des idéologies. Ça, c'est des questions d'intérêt. C'est pas des questions d'idéologie. Ça, c'est très important à comprendre en géopolitique. Donc, Kissinger avait dit, bon, les Chinois sont communistes, les Soviétiques sont communistes, mais ils ont l'air d'avoir un certain nombre d'antagonismes. Ça s'inscrit dans la grille qu'on était en train de dire. Donc, je vais les désolidariser et je vais ramener la Chine de mon côté. Et c'est bien ce qu'avant son décès, Henry Kissinger disait d'ailleurs en disant « il faudrait se rapprocher des Russes ». Et à l'époque, on l'avait critiqué en disant « mais finalement, ils changent d'avis ». Non, ils changent d'acteur. Mais en réalité, ils considèrent que la Chine étant l'acteur le plus menaçant du point de vue américain, il s'agit de se rapprocher des Russes. Donc là, on a un point qui est très très important, c'est que les Américains, on le voit bien, et pas uniquement que parce que c'est trop souvent présenté comme une lubie présidentielle, n'est-ce pas ? Mais ils ont un vrai intérêt stratégique dans une mise en perspective d'un armistice. Ça, c'est très important à avoir à l'esprit. Alors, ce dernier scénario d'un armistice, il semble assez souhaitable. Les belligérants se mettraient d'accord, les États-Unis ont un intérêt à ce que ça se fasse, et puis ça cesserait les pertes de vie humaines sur le terrain. Pourquoi est-il si compliqué à mettre en place ? Peut-être parce que Vladimir Poutine n'y a pas intérêt. Ça me frappe énormément dans les commentaires. Et souvent, cette question est posée. Très bien, mais alors mettons-nous à la place des Russes et de Vladimir Poutine et essayons d'appréhender comment est-ce qu'ils peuvent essayer de voir les choses. D'abord, il y a un premier point, on va l'évoquer rapidement, puisque en fait, il va s'inscrire totalement dans la continuité de nos propos précédents, et il va même peut-être un peu les répéter. Les Russes peuvent avoir légitimement l'impression, eu égard aux arguments qu'ils ont mis en avant, que même si le grignotage du front est limité, ils sont non seulement pas en train de perdre la guerre, mais plutôt en train d'être dans la situation en main, d'être l'acteur qui met la pression sur l'autre. Donc, de leur point de vue, pourquoi précipiter la fin d'une guerre dans laquelle ils ont le sentiment que certes, si cet avantage est minime, il n'en est pas moins réel. On peut comprendre au moins cet argument. Ne pas le partager, mais le comprendre. Il y a un deuxième point qui me paraît beaucoup plus fort et beaucoup plus important, et je trouve aussi qu'il faudrait qu'il soit plus souvent mis en avant. Et d'ailleurs, nous, on s'était efforcé de le faire dans cette séance qui était spécifiquement dédiée à « Y a-t-il une culture stratégique russe ?» Parce qu'il faut quand même bien comprendre dans quel état d'esprit les Russes peuvent-ils être. Et donc, en fait, de se rappeler que l'histoire, comme tout pays, a façonné, et la géographie façonne une culture stratégique. Et quand on rappelle ça, d'abord, on peut rappeler qu'il y a une sorte de frustration de la Russie, d'avoir très peu accès aux mers. Uniquement, c'est l'obsession de l'accès aux mers chaudes, puisqu'on rappelle que la géographie russe, on peut le voir sur la carte, malgré le fait que le pays fasse 17 millions de kilomètres carrés, c'est l'un des plus grands paradoxes de la géopolitique, c'est-à-dire que c'est le territoire, et de très loin, le plus vaste du monde, un monde qui a 70% composé d'eau, mais un monde dans lequel la Russie, dont on voit bien que pour dominer le monde, il faut avoir un grand accès aux mers, n'a pratiquement pas accès aux mers, puisque la plupart des mers sont des mers gelées, d'où l'obsession de l'accès aux mers chaudes. Mais il y a un deuxième point qu'on avait d'ailleurs mis en exergue dans cette séance, c'est que, et je pense légitimement, quoi qu'on en pense, les Russes ont cette peur, cette phobie de l'agression occidentale telle qu'elle a vraiment existé dans l'histoire, avec Charles XII de Suède, avec les chevaliers teutoniques, avec Napoléon et avec les deux guerres mondiales. Pourquoi est-ce que c'est important de rappeler ça ? Parce qu'ils ont fini par en concevoir non seulement la nécessité, mais l'obsession de la mise en place d'un glacis. Et un glacis au niveau géopolitique, c'est une sorte de territoire intermédiaire, tampon, qui est censé absorber, le cas échéant, les velléités d'un agresseur, ce que jouaient les pays du pacte de Varsovie, dans lesquels l'armée soviétique était très présente, donc l'Allemagne de l'Est, la Pologne, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie qui existait à l'époque, la Hongrie et la Roumanie. Et on voit bien que là, pourquoi est-ce que je pense à ça ? Parce que pour les Russes, il est impensable qu'un armistice puisse se faire par l'intermédiaire de la présence, comme c'est souvent évoqué, de troupes occidentales qui garantiraient la sécurité de l'Ukraine, parce que ça reviendrait à dire que les Russes, dont ils prétendent avoir déclenché la guerre, parce que justement ils voulaient, eux, sortir l'Ukraine de l'environnement de l'OTAN ou de l'environnement de l'Union européenne, ça consisterait à dire que malgré les succès territoriaux qu'ils ont eus, finalement ils accepteraient une situation renforcée de la présence de l'OTAN et de l'Europe à celle qui prévalait en 2022. Donc on voit bien que là, c'est très important d'avoir à l'esprit ça, parce qu'en plus c'est en train de souligner une chose,
Ça, c'est pas seulement Vladimir Poutine qui le perçoit. Ça, c'est l'ensemble des dirigeants et des généraux russes. C'est quelque chose qui est très imprégné, me semble-t-il, dans le collectif russe. Alors, on peut le regretter, on peut ne pas y être en adéquation, mais me semble-t-il, c'est assez incontournable. Et dans la continuité, ça me paraît encore plus important, l'armistice amènerait donc la fin de la guerre, puis pourrait amener à la paix, mais un pouvoir fort ou un pouvoir directif a-t-il intérêt à arrêter la guerre? Parce que c'est malheureux à dire, mais dans une guerre, toute la population et toute la société d'un tel pouvoir, on peut l'imaginer forcément avec la propagande de surcroît, est drainée en termes d'attention vers ce conflit. Donc le risque que prend un dirigeant en mettant fin à ce conflit, c'est que cette population non seulement ne soit plus mobilisée par ce conflit, mais puisse tout d'un coup avoir suffisamment d'opportunités que de s'interroger sur non seulement quelles ont été les raisons réelles de ce conflit, de qu'est-ce qu'on y a vraiment gagné, et d'ailleurs est-ce que le pouvoir tel qu'il est en place l'a légitimement mené et l'a fait de façon adéquate. Finalement, ce dont on est en train de se rendre compte, c'est que la fin d'une guerre comme celle-là pourrait amener le peuple russe à au moins s'interroger sur la légitimité du pouvoir de Vladimir Poutine. Je ne suis pas totalement certain que les dirigeants russes seraient très enclins à prendre ce risque, ce qui veut dire que d'ailleurs, dans le cadre d'un armistice, ils pourraient avoir la tentation que de pouvoir se projeter ailleurs afin que d'éviter que d'être soumis à une telle question. Je pense aux pays baltes en particulier. Alors, essayons de prendre la question à l'envers. Est-ce qu'il y aurait des éléments qui pourraient permettre à Vladimir Poutine de se rallier à l'hypothèse de l'armistice? Oui, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même effectivement 3 facteurs qui pourraient amener Vladimir Poutine à au moins nuancer cette perspective et à s'interroger sur l'opportunité que de mettre en place un armistice. Ces 3 facteurs, je vous propose de les décliner un par un. Quels sont-ils? D'abord, il y a un facteur qu'on n'a pas encore eu l'opportunité de mettre en avant dans le cadre de notre séance. C'est le facteur qui est lié à la macroéconomie. Parce que c'est vrai qu'on peut légitimement s'interroger sur la situation réelle dans laquelle est l'économie russe aujourd'hui. Et cette question est d'autant plus importante à soulever, mais aussi embarrassante, que finalement on se rend compte d'une chose, les experts ne sont pas du tout d'accord entre eux. Parce qu'un certain nombre considèrent qu'au bout de 4 ans, l'ensemble des sanctions économiques mises en place notamment par les États-Unis et l'Europe, certes, ça a été beaucoup plus long que prévu, mais vont commencer à porter leurs fruits. Et il y a certains experts qui commencent à dire que l'économie russe est finalement tout près de l'effondrement, auquel cas, évidemment, il s'agirait mieux pour le pouvoir russe que d'éviter une situation, surtout si on se remet dans la perspective historique, telle qu'on l'évoquait, de 1917. Mais alors là, indépendamment de la question de savoir où en est-on exactement d'un point de vue macroéconomique, si vous me permettez, Olivier, je pense qu'il y a d'autres questions qu'il convient de se poser et dont on n'a pas suffisamment l'écho, me semble-t-il, dans les médias occidentaux. Parce que ça, c'est un fait. D'abord, ce fait est-il rapporté de manière objective? Ce fait est-il rapporté à Vladimir Poutine? Première question. Et deuxième question, Vladimir Poutine souhaite-t-il l'entendre? Ça, c'est une deuxième question. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est y a-t-il un conseiller qui a l'oreille de Vladimir Poutine? Ou y a-t-il un mage au Kremlin? Pour reprendre l'image du roman bien célèbre d'Empaoli publié en 2022, y a-t-il un mage au Kremlin qui a aujourd'hui l'autorité et le pouvoir suffisant que de pouvoir dire la vérité sur ce qui se passe sur l'économie russe? Parce que ça, c'est un point que je trouve, encore une fois, qu'on ne soulève pas. Il y a les résultats objectifs, et puis il y a ce qu'on peut rapporter. Donc ça, ce serait le cas échéant, avec, si on répond oui à l'ensemble de ces questions qui sont liées à la macroéconomie, donc ça pourrait être un premier effet de ralentissement. Mais il y a un deuxième effet dont j'ai le sentiment que Emmanuel Todt, dans son ouvrage La défaite de l'Occident, est l'un des rares à l'avoir autant mis en exergue et surtout aussi bien expliqué. C'est que, en fait, on a abordé que finalement 2 aspects de la démographie. Je m'explique. Les pertes liées au conflit, d'une part, et puis la population telle qu'elle existe dans son ratio. On n'a pas précisé tout à l'heure, mais on se retrouverait donc dans un ratio globalement de 1 pour les Ukrainiens, quand les Russes seraient autour de 4,3. En termes de pertes. En termes de population.
Ah, pardon, en termes de population. en termes de population. Donc on serait sur ces deux aspects. Et je pensais, mais c'est important que vous m'interpelliez sur cette question-là parce que ça permet effectivement de voir en termes de réserves, Oui. quelles seraient les réserves respectives de chaque pays, ce qui pourrait expliquer que les Russes pensent avoir l'avantage sur le long terme. Et c'est là où on revient justement, et donc merci Olivier pour ces précisions, parce que c'est là où ça permet justement d'arriver sur le point qui est soulevé par Emmanuel Todd. Oui, mais là on n'a pas évoqué les taux de fécondité et les taux de natalité. Or, si on reprend les taux de fécondité et les taux de natalité tels qu'ils existent dans la Russie, ce qu'on constate depuis 1989, donc la chute de l'Union soviétique, et évidemment, je ne considère que les territoires russes, je ne fais pas l'erreur de considérer les territoires soviétiques, puisque là, on ne serait pas sur une comparaison identique, mais on se rend compte qu'on est sur une population qui ne progresse pas, et qu'en fait, on était même sur une population qui avait du mal, en période de paix, de par des taux de fécondité et des taux de natalité qui sont très bas, à juste pouvoir être dans une logique que de maintenir la population russe de façon équivalente. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que les pertes sont très préjudiciables, parce qu'en réalité, même en période de paix, la population russe avait du mal à maintenir une démographie équivalente. Donc, ça aussi, quand même, à moyen long terme, ça pourrait amener le pouvoir russe, et Vladimir Poutine en particulier, à s'interroger sur la possibilité que de maintenir un conflit trop long, dont on voit bien qu'il a finalement quand même, on va dire, une cause qui est très importante sur la démographie russe, sur l'aspect, encore une fois, taux de fécondité, taux de natalité. Ainsi, je pense qu'on aura pu avoir les aspects démographiques sous les trois prismes, ce qui me paraît important. Et puis, il y a un dernier point, c'est que la guerre dure quand même. Et là, qu'est-ce que je suis en train d'avoir à l'idée? C'est nos séances qui sont liées à Sun Tzu, c'est nos séances qui sont liées à Karl von Clausewitz, car dans les deux, on avait montré quand même que les stratèges considèrent que si tu fais la guerre, tu l'as déjà perdue. Et là, ça fait 4 ans que tu l'as fait. Donc au bout d'un moment, et l'idée c'est, quand bien même tu la gagnes, qui as-tu gagné? J'ai envie de dire, si on se mettait dans la perspective de Sun Tzu d'une part, et j'insiste de Clausewitz qui disait, la guerre et la conduite de la politique par d'autres moyens, atteins ton objectif pour essayer d'y mettre fin le plus vite possible. Donc là, j'imagine nos deux stratèges dont on voit peut-être les portraits au moment où je parle sur chacune des moitiés de l'écran, qui s'adresseraient aux belligérants en disant « Mais attendez, 4 ans de guerre, avez-vous vu l'amplitude des destructions, l'amplitude des pertes, les coûts économiques et les difficultés diplomatiques dans lesquelles ça vous met ?» Il y a un moment, il va falloir arrêter ça. D'autant plus qu'il y a un dernier point, peut-être, qui pourrait paradoxalement inciter les Russes et Vladimir Poutine à arrêter la guerre, c'est que les Chinois n'y ont pas forcément intérêt. Car il ne faut jamais oublier que quand on est allié de quelqu'un, c'est plus en géopolitique parce qu'on en est dépendant que parce qu'il est un ami. Or, on voit bien que le problème de l'alliance entre la Russie et la Chine aujourd'hui, c'est que plus la guerre dure, plus les Russes ont besoin des Chinois, et en termes d'économie, et en termes de vente de produits, et en termes de matériel, mais qu'en plus la guerre dure, plus à contrario les Chinois ont bien compris que ça nécessitait que les Américains y soient concentrés, et que les Américains aient moins l'opportunité de regarder ce qui se passe dans le Pacifique. Donc voilà un certain nombre de paramètres qui pourraient effectivement amener quand même les Russes à reconsidérer la question malgré la perspective initiale telle qu'on l'a décrite précédemment. Donc on est face à un conflit qui dure, un conflit qu'il est difficile de terminer, et on peut se demander ce qu'il adviendra demain en cas justement de clôture du conflit. Ça, c'est finalement la question majeure. Et c'est bien ce que j'ai voulu mettre en partie dans ce titre. Où en est-on ? Parce qu'à force d'être englué dans ce conflit depuis 4 ans, a fortiori avec une physionomie opérationnelle qui a l'air de nous contingenter à une guerre de tranchées, une guerre de position, on a presque l'impression qu'en fait, il faut accepter que cette guerre soit et qu'à la limite, maintenant, on s'occupe à autre chose. Donc en fait, les perspectives et les questions sont nombreuses. D'abord, comment le conflit va-t-il finir ? Dans quelle situation de rapport de force militaire ? Par quelle décision politique ? Mais dans la continuité de ma question, ces décisions telles qu'elles ne manqueront pas d'être prises, quelle est la position, le statut qu'elles vont accorder à l'Ukraine ? Position plus ou moins de neutralité ?
situation de rentrée au sein de l'Union européenne ou au sein de l'OTAN, avec des effectifs européens qui seraient présents ou qui ne seraient pas présents. Et dans la continuité de ma question, interrogation qui n'est pas assez soulevée, quel partenariat l'Europe va-t-elle envisager avec une Russie qui ne serait plus en guerre? Quelle est la construction géopolitique qu'on se propose de mettre en place? Parce que j'aimerais quand même faire remarquer à certains observateurs qui ont l'air de se plaire à définitivement classer des pays dans des cases de belligérants, que la géographie s'impose, que la Russie, c'est la continuité géographique de l'Europe et qu'il y a quand même bien un moment, il va falloir considérer de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce pays qui est aux frontières de l'Europe et qui y restera. Donc là, on voit déjà un nombre de questions telles qu'on est en train de poser et qui, en plus, vont forcément avoir des incidences sur les rapports entre l'Europe et les États-Unis et sur la construction européenne elle-même. Mais il y a évidemment un deuxième axe qu'il faut prendre en considération. Et je pense à un pays en particulier, et ce pays, c'est la Chine. Et d'évoquer ce facteur peut-être par l'intermédiaire, là aussi, de questions. Parce que, finalement, depuis à peu près 5 ou 6 semaines, peut-être un peu plus, il y a 3 questions qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, me semble-t-il, et qui sont très importantes. D'abord, que signifient ces remaniements répétés de plus en plus importants et de plus en plus significatifs du haut état-major chinois depuis quelques semaines et depuis quelques mois? J'attire l'attention de nos auditeurs sur le fait c'était déjà le cas avant, mais que ces remaniements s'amplifient et que maintenant, on est au niveau de la hiérarchie de l'état-major de l'armée chinoise le plus haut. Donc on a des remaniements qui sont très importants. Deuxièmement, que signifient les vœux de Xi Jinping du 31 décembre, ou dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2026, d'une dizaine de minutes, dont on voit bien qu'il s'adresse en particulier aux Occidentaux, puisqu'on est dans le cadre du calendrier occidental, et dans lequel on ne manquera pas de remarquer qu'il y a des images de l'armée chinoise qui sont mises en évidence, et qu'il est rappelé que Taïwan est un objectif pour la Chine. Et dans la continuité, comment ne pas s'interroger aussi sur la signification, on avait eu l'opportunité de le faire, de ce défilé chinois du 3 septembre 2025 d'1h30, qui était un étalage de puissance, dont le moins qu'on puisse dire, c'était qu'il était manifeste. Mais alors, de reprendre peut-être ces questions à l'envers, pour en faire un corollaire avec le sujet tel que nous sommes en train de le traiter aujourd'hui, et peut-être que c'est une question que se posent nos étudiants en disant « mais là, où souhaite-t-il nous emmener, n'est-ce pas ?» Parce que on peut s'interroger en se disant devant un tel remaniement de l'état-major militaire chinois d'une part, et devant une telle volonté de démonstration de puissance, le terme de volonté est important. Si finalement on n'est pas en train d'afficher un paradoxe qu'on avait déjà évoqué, une vraie faiblesse. C'est-à-dire que là, je prends l'ouvrage de Graham Allison, Le piège de Thucydide vers la guerre. Le début du titre est toujours assez peu engageant, n'est-ce pas? À l'envers, parce qu'on se rappelle que l'auteur se proposait de nous dire bon, il y a un risque de guerre parce que la puissance installée a toujours peur de se faire dépasser par la puissance qui challenge. Mais là, on pourrait faire remarquer que tout d'un coup, on a l'impression que les Chinois ont l'air de douter de leur puissance et qu'ils sont en train de se demander s'il n'y a pas une vraie fenêtre d'opportunité à utiliser maintenant, et je pense en particulier sur Taïwan, avant qu'il ne soit trop tard. Et là, on voit bien qu'il y a un risque alors. Parce que si c'est vrai, il y a un risque que tout d'un coup, on soit mis devant 2 événements qui deviendraient concomitants, à savoir une guerre qu'on n'arrive pas à achever entre l'Ukraine et la Russie, et une menace de guerre qui serait de plus en plus pesante ou de plus en plus pressante sur Taïwan. Ce qui veut dire que là, on serait dans un risque de conflit non pas qui serait hermétique l'un à l'autre, mais qui serait en train de se conjuguer l'un à l'autre et qui nous emmènerait dans des perspectives de guerre que je préfère qualifier de globale plutôt que de mondiale. C'est ça, en fait, le vrai risque auquel on est en train d'assister. Et si je voulais amplifier la remarque que je suis en train de faire, je ne manquerai pas de rappeler qu'en plus, le mercredi 4 février 2026, on a appris par l'intermédiaire des médias officiels de ces 2 pays qu'il y a eu une communication entre Vladimir Poutine
et Xi Jinping, dans lequel Xi Jinping lui-même a souligné qu'il était indispensable que ces deux pays renforcent leur coopération bilatérale, ce qui laisse à penser, pour ceux qui auraient eu un doute, que la perspective que je suis en train de dresser de rapprochement ou d'entraînement de coopération stratégique entre la Russie et la Chine est bien présente. Autant d'éléments qui, me semble-t-il, soulignent la justesse de la question qu'on a posée aujourd'hui et de la nécessité que de pouvoir répondre assez vite à cette question. Où en est-on? Pour éviter que le conflit perdurant trop longtemps puisse finir par, en plus, avoir des conséquences très désagréables sur le reste du monde. Fabrice, il est commun d'ouvrir les séances des rendez-vous de la géopolitique par une question, où en est-on? Il est moins commun de terminer par toute une série de questions qui nous ont ouvert des perspectives et des angles de réflexion très riches et très denses. Je pense que nous percevrons l'intérêt de continuer dans cette voie dans une prochaine séance. Merci Fabrice. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme des rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.